Muses de Denis Lindon. Apollon et Diane étaient les deux enfants jumeaux nés d'une brève liaison de Jupiter avec une déesse de second ordre, Latone. Au moment d'accoucher, celle-ci, craignant la colère de Junon, était allée se cacher dans la minuscule île grecque de Délos, où Apollon et Diane virent le jour. Ils grandirent ensemble, unis par une tendre affection qui ne devait jamais se démentir, et par leur goût commun pour le tir à l'arc, où ils excellaient tous les deux. Ils étaient pourtant fort différents l'un de l'autre. Le dieu du soleil. Apollon, aux traits purs et à la chevelure dorée, était le plus beau des dieux grecs. Il était le patron de la poésie, de la musique et des arts, ainsi que de la médecine qui, à l'époque, était considérée comme un art plutôt que comme une science, ce qui ne l'empêchait pas de tuer les malades aussi sûrement qu'aujourd'hui. Mais il était surtout le dieu du soleil. Tous les matins, ponctuellement, il attelait le char du soleil à 4 chevaux divins et fougueux et lui faisait parcourir dans le ciel sa trajectoire quotidienne. Tous les matins, dis-je, sauf une fois, où il commit une coupable imprudence qui mérite d'être racontée pour l'édification des pères trop faibles et des enfants trop téméraires. Phaéton. Apollon avait plusieurs fils. L'un d'entre eux, nommé Phaéton, était ce que l'on appelle un fils à papa. Très fier de ses origines, il ne cessait de s'en vanter auprès de ses camarades et de faire étalage des trop nombreux cadeaux que lui faisait constamment son père. Surtout, il parlait du char du soleil avec autant de fatuité que le fils d'un millionnaire pourrait parler de la Rolls-Royce de son papa. « Tu serais bien incapable de le conduire, lui dirent un jour ses amis. Piqué au vif, Phaéton alla trouver son père, le cajola, lui servit une coupe de nectar bien frais et lui dit enfin « Papa, je voudrais te demander une petite faveur. »« Par le fleuve sacré du Styx, répondit Apollon, je te l'accorde d'avance. » Les serments prononcés au nom du Styx étaient pour les dieux grecs absolument sacrés. Celui qui les violait s'exposait à être banni de l'Olympe et condamné à une peine de 3 à 6 mois d'interdiction de séjour assortie de privation de nectar et d'ambroisie, peine pouvant être aggravée en cas de récidive. Phaéton le savait bien, et c'est donc en toute tranquillité qu'il formula alors sa demande. « Prête-moi le char du soleil et laisse-moi le conduire pendant toute une journée. » Apollon tenta de dissuader son fils en lui faisant valoir que les fougueux chevaux n'obéissaient qu'à lui-même, qu'il serait donc très difficile à Phaéton de respecter scrupuleusement la trajectoire et l'horaire que devait suivre le soleil, et qu'il y avait même des risques d'accidents graves pour lesquels il n'était pas assuré. Rien n'y fit. Apollon dut s'exécuter. Le lendemain, à l'aube, Phaéton prend les rênes et l'attelage s'élance. Dès qu'ils sentent que ce n'est pas leur maître habituel qui les conduit, les chevaux s'emballent et en quelques minutes entraînent le char au zénith, c'est-à-dire à l'endroit où il n'aurait dû arriver qu'à midi. Sur terre, c'est la stupeur et le désordre. Alors que les ménagères s'apprêtaient à préparer le petit déjeuner, leur mari réclame déjà le repas de midi. Les écoliers, qui venaient à peine d'entrer en classe, exigent d'en sortir. Quant aux agriculteurs, ils s'étonnent de n'avoir même pas pu tracer un sillon pendant toute la matinée. À ce moment, reprenant un peu le contrôle des chevaux, Phaéton les force à rebrousser chemin et l'on voit pour la première et dernière fois de l'histoire le soleil se déplacer d'ouest en est. Les dieux, affolés, pressent Jupiter d'intervenir pour faire cesser ce scandale. Mais le maître de l'Olympe, jugeant que les questions solaires n'entrent pas dans ses attributions, hésite encore à punir son petit-fils. Phaéton, cependant, décide de frapper un grand coup. Pour que ses petits camarades puissent le voir de plus près aux commandes de son bolide, il force les chevaux à se rapprocher de la terre et entreprend un vol en rase-motte. Sur son passage, le soleil brûle les récoltes et les maisons, fait fondre les glaces des banquises, dessèche les rivières et noircit, pour toujours, la peau des habitants de l'Afrique. Cette fois, c'en est trop. Jupiter foudroie l'imprudent Phaéton, cependant qu'Apollon reprend précipitamment les commandes du char en folie. Midas. Attristé par la disparition tragique de son fils, Apollon chercha une consolation dans la musique. Se consacrant avec passion à la pratique de la lyre, un instrument analogue à la guitare et très prisé chez les Grecs, il ne tarda pas à en devenir un remarquable virtuose. La modestie n'étant pas son fort, il se considéra dès lors, non sans raison, comme le meilleur joueur de lyre de tous les pays et de tous les temps. Une occasion s'offre bientôt de faire admirer son talent.
Un concours international de musique est organisé dans une ville de Grèce par le roi de cette ville, un certain Midas. Ne doutant pas un instant d'en être le vainqueur, Apollon s'y présente sous un déguisement et sous un faux nom. Lorsqu'arrive son tour, il joue sur sa lyre une sonate de sa composition avec un tel talent que l'auditoire, subjugué, l'acclame. Mais c'était le roi Midas qui présidait le concours et qui décernait les prix. Or, il y avait parmi les concurrents un protégé nommé Marsyas, à qui il avait promis d'avance de donner le premier prix. Il faut dire que ce Marsyas n'était pas lui non plus dépourvu de talent musical, et qu'en outre, il était le seul à posséder un instrument tout à fait nouveau à l'époque, une flûte en or qu'il avait un jour mystérieusement trouvée dans un champ. Certes, il n'était pas un virtuose de la force d'Apollon, mais il avait l'avantage d'être ami intime du roi Midas, juge-arbitre du concours. Contre toute justice, Midas déclare donc qu'Apollon, qu'il n'a évidemment pas reconnu, a fait quelques fausses notes et que le premier prix revient à Marsyas. Apollon se retire ulcéré et bien décidé à se venger de Midas. Une idée amusante lui vient. Pour punir Midas d'avoir en matière musicale une si mauvaise oreille, il lui fait pousser sur la tête une paire d'oreilles d'âne. Pour cacher son infortune, Midas décide alors, comme certains acteurs contemporains désireux de dissimuler leur calvitie, de toujours porter un chapeau. Ainsi, personne ne verra jamais ses oreilles d'âne. Personne? Si, il y a quelqu'un à qui il ne peut les cacher. Son coiffeur. Il fait donc jurer à celui-ci, sous la menace des pires châtiments, de ne pas trahir son secret et de n'en parler à personne, absolument personne. Le coiffeur promet et, pendant quelque temps, tient son serment. Mais ce secret l'étouffait, il fallait à tout prix qu'il le confiât à quelqu'un, ou du moins à quelque chose qui ne le répéterait pas. Faisant un trou dans la terre, le coiffeur se penche et murmure au fond du trou. Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne. Puis, il rebouche précipitamment le trou et rentre chez lui, soulagé et persuadé que le secret est bien enterré. Quelques semaines plus tard, des roseaux poussent sur le trou et, agités par le vent, font entendre à tous les passants le secret que le coiffeur avait cru ensevelir à tout jamais. Seulement, comme les roseaux ont un léger accent intermédiaire entre celui des Auvergnats et celui des Martiniquais, cela donnait Midas, le roi Midas, a des oreilles d'âne. Il n'empêche que tout le monde comprenait fort bien. Honteux et confus, Midas, qui dans l'intervalle avait appris la cause de son malheur et l'identité de son persécuteur, fait intervenir toutes ses relations humaines et divines pour obtenir le pardon d'Apollon. Celui-ci accepte de lui restituer ses oreilles d'origine et même, bon prince, propose à Midas, en guise de dédommagement, de lui accorder une faveur de son choix. Midas, qui ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, lequel, malheureusement pour lui, était moins long que ses oreilles, demanda à Apollon le pouvoir de changer en or tous les objets qu'il touchera. « C'est d'accord, lui répond Apollon, riant déjà sous cape. Midas n'en croyait pas ses nouvelles oreilles. Pour s'assurer qu'il n'était pas victime d'une supercherie, il tente une première expérience en prenant entre ses doigts quelques sous de bronze qu'il avait dans sa poche. Ils deviennent aussitôt des pièces d'or fin. Il descend alors dans ses écuries, ramasse quelques crottins de cheval que les palefreniers n'avaient pas encore enlevés et constate avec ravissement qu'ils se transforment aussi en lingots. La perspective de devenir, quand il le voudrait, l'homme le plus riche du monde met Midas en appétit. Il demande à son cuisinier de lui préparer son plat préféré, des choux à la crème. Mais dans ce temps-là, on mangeait avec les doigts, même chez les rois. Midas n'a pas plutôt saisi un chou pour le porter à sa bouche que la pâte onctueuse, la crème pâtissière et le caramel croustillant se transforment eux aussi en or, métal assurément précieux et inaltérable, mais éminemment incomestible. Voici donc le pauvre Midas condamné par sa propre avidité à mourir de faim sur un tas d'or. Une fois de plus, il lui fallut implorer le pardon d'Apollon, qui voulut bien le lui accorder, en lui conseillant d'aller se laver dans un fleuve magique appelé le Pactole. Il paraît que depuis que Midas s'y est baigné, le Pactole charrie toujours dans ses eaux des paillettes d'or. Coronis et Esculape.
Apollon, comme son père Jupiter, était un grand séducteur. Peu de femmes résistaient à sa légendaire beauté. Mais si la beauté suffit souvent à faire la conquête d'une femme, elle suffit rarement à conserver son amour. Comme la plupart des jolis garçons, Apollon obtenait des succès nombreux et faciles, mais généralement éphémères. C'est ce qui lui arriva en particulier avec une jeune fille nommée Coronis. Celle-ci, après avoir cédé rapidement aux avances d'Apollon, n'avait pas tardé à le trouver ennuyeux et à le tromper avec un simple mortel. Comme elle redoutait la jalousie du dieu Soleil, elle s'efforça de lui cacher son infidélité et y parvint quelque temps. Elle rencontrait son autre amant dans un jardin entouré de hauts murs, à l'abri, pensait-elle, de tous les regards. Malheureusement pour elle, un corbeau, volant au-dessus du jardin secret, l'aperçut un jour en compagnie du jeune homme. Les corbeaux étaient les oiseaux favoris d'Apollon. Leur plumage à cette époque était d'une blancheur éclatante. Celui qui avait surpris Coronis s'empressa d'aller la dénoncer à Apollon. Saisi d'une jalousie meurtrière, Apollon châtia Coronis en la perçant mortellement d'une de ses flèches. Au moment d'expirer, Coronis mit au monde un petit garçon et eut encore la force de demander à Apollon d'en prendre soin. Apollon, pris de remords, recueillit l'enfant qu'il appela Esculape et décida de faire de lui un guérisseur des souffrances humaines, le premier et le meilleur de tous les médecins. Quant au corbeau, il ne fut guère récompensé de sa dénonciation. Apollon décréta que son plumage serait désormais aussi noir que la vilaine action qu'il avait commise. La chaste Diane. Autant Apollon était coureur, autant sa sœur Diane était chaste. Amoureuse, sans vouloir se l'avouer, de son propre frère, elle ne s'intéressait guère aux autres dieux ni aux hommes. En compagnie de quelques nymphes qui partageaient ses goûts, elle consacrait toutes ses journées et toute son énergie à la chasse qu'elle aimait plus que tout. Alors qu'Apollon était le dieu ardent du soleil, elle était la déesse froide de la lune. C'est elle qui, pendant la nuit, éclairait les forêts et les champs de ses rayons sans chaleur. Actéon. À sa froideur et à sa chasteté, Diane ajoutait parfois, comme tous les membres de la famille de Jupiter, une impitoyable dureté. Au cours d'une de ses parties de chasse, elle s'arrêta un jour avec sa troupe près d'une fontaine. S'étant dépouillées de leurs tuniques, Diane et ses compagnes s'ébattaient joyeusement dans l'onde fraîche et limpide lorsqu'apparut soudain un jeune et beau chasseur nommé Actéon qui, tout à fait par hasard, passait aussi par là à la tête de sa meute de chiens. S'il avait su à qui il avait affaire, il aurait feint sans doute de n'avoir presque rien vu, en disant par exemple, comme ce gentleman anglais qui avait surpris la reine Victoria sous la douche, « Excusez-moi, monsieur ». Mais Actéon eut l'imprudence de regarder avec complaisance et admiration les nudités charmantes qui s'offraient à ses yeux. Diane, offusquée, aspergea Actéon de quelques gouttes d'eau qui le transformèrent en cerf. Épouvanté, il s'enfuit, poursuivi et bientôt dévoré par ses propres chiens. Niobé. Ce n'était pas seulement la pudeur, mais parfois aussi l'orgueil outragé qui pouvait conduire Diane à des actes d'une extrême cruauté. Niobé en fit l'amère expérience. Niobé était reine du puissant royaume de Thèbes. Elle était belle, elle était riche, elle avait un mari charmant qui l'adorait et 14 enfants, moitié garçons, moitié filles, tous plus beaux les uns que les autres. Tous ces bonheurs l'avaient un peu grisée, et elle eut un jour l'imprudence de se comparer publiquement, à son propre avantage, à la déesse Latone, mère d'Apollon et de Diane. Cette pauvre Latone, à peine enceinte, a été abandonnée par Jupiter, alors que mon mari est à mes pieds. Elle vit dans l'île misérable de Délos, alors que je règne sur la grande ville de Thèbes. Enfin, mes 14 enfants sont plus beaux que les 2 siens. Ces propos furent rapportés à Apollon et à Diane, qui décidèrent aussitôt de venger l'honneur de leur mère. 7 flèches d'or, tirées par Apollon, mirent fin au jour des fils de Niobé. 7 flèches d'argent, tirées par Diane, firent subir le même sort aux filles. En vain Niobé avait-elle essayé de protéger de son corps la plus jeune de ses filles. Diane ne l'avait pas épargnée. La douleur de Niobé fut si forte qu'elle la priva de toute sensibilité et que la pauvre femme fut transformée en une statue de pierre. Seuls ses yeux restèrent vivants, répandant sans fin un flot de larmes amères. Endymion.
Malgré la répulsion que lui inspirait la plupart des hommes, Diane tomba pourtant une fois dans sa vie amoureuse de l'un d'eux, un jeune berger nommé Endymion. Elle l'avait aperçu une nuit, endormi auprès de ses troupeaux. Émue par sa beauté et rassurée par son sommeil, elle prit l'habitude d'aller le contempler toutes les nuits, sans lui parler, sans le toucher, laissant seulement les rayons de la lune caresser chastement son front. Une fois pourtant, elle finit par céder à son désir, réveilla Endymion et s'unit à lui avec une passion d'autant plus violente qu'elle avait été plus longtemps refoulée. De cet unique amour et de cette seule étreinte, car Diane ne retourna plus jamais auprès d'Endymion, naquirent d'un coup 50 filles. Mais déjà? Mais que va-t-il donc se passer ensuite? Auriez-vous une petite idée?